Quand on est une jeune fille, on admire ce job. On voit toutes les belles filles sur les réseaux sociaux et on se dit que la vie est super belle et super géniale. Mais dans ce métier, il y a beaucoup d'aspects négatifs. La plupart des problèmes que j'ai eus sont directement liés aux réseaux sociaux. Pour moi, il est clair que c'est un peu le prix à payer. Elles ont toute une vie parfaite, toujours la pêche, elles sont toujours de bonne humeur, tout va bien. Pourquoi ce n'est pas comme ça pour moi? Tant pis, on va cacher ça, personne n'en saura rien. Et le fait de cacher des choses m'a détruite. Être influenceuse, le métier rêvé de nombreuses jeunes femmes. Mais est-ce vraiment aussi sexy et glamour que ça? Nous avons rencontré des influenceuses et nous avons parlé des bons et des moins bons côtés de leur métier, et aussi de leur image de la femme. Pourquoi accorder autant d'importance à l'apparence, au fitness et à la mode? Et qu'est-ce que ça implique pour les autres jeunes femmes qui regardent ça tout le temps en se comparant à elles? Bonjour tout le monde et bienvenue dans Twist. Le Super Candy Pop-Up Museum de Cologne est le premier du genre en Europe. Sur près de 1200 mètres carrés, on y trouve les trésors les plus variés dans lesquels les visiteurs, majoritairement des femmes, font ce qu'elles ont vu faire par leurs idoles sur les médias sociaux. Beaucoup d'influenceuses à succès sont déjà venues ici et ont pris des photos qui ont fait rêver leurs followers. Et toujours à Cologne, la nouvelle Content Gallery, la House of Bates, propose sur 800 mètres carrés des décors parfaits pour les photos et les vidéos adaptés aux médias sociaux. Ça caille! Quand tout marche bien, les influenceuses sont suivies par plus de gens que les chefs de gouvernement ou les stars de cinéma. Elles ont réalisé ce dont rêvent de plus en plus de jeunes gens. Générer des millions de likes pour leur contenu et gagner une fortune grâce au placement publicitaire. Pour les jeunes femmes en particulier, une influenceuse, c'est entre la meilleure amie et le modèle à suivre. Ce sont les jeunes femmes qui ont le plus de succès dans ce business. Ici, ce n'est pas comme ailleurs. Sur Instagram, TikTok et consorts, les femmes gagnent nettement plus que les hommes. Sophia Thiel appartient à la première génération d'influenceuses. Avec ses vidéos de fitness et en partageant sa vie tout à fait ordinaire, elle est devenue une superstar avec plus d'1 million de followers. Elle a aussi connu des hauts et des bas. Nous l'avons rencontrée à Berlin. Pour moi, à l'époque, la plus grande souffrance a toujours été d'être harcelée à cause de mon poids. Dans mon entourage, j'avais d'ailleurs beaucoup de filles qui se sentaient vraiment très mal à l'aise et pas du tout à leur place. Et là, comme j'avais réussi à perdre pas mal de poids avec la musculation, je me suis dit qu'il fallait en faire profiter les autres pour les aider. Et puis, tout s'est enchaîné assez vite, sans que ce soit planifié. Et voilà, faire quelques photos et quelques vidéos est devenu un job à plein temps. Les vidéos où Sophia présentait son corps bien dessiné touchaient une corde sensible chez les jeunes filles qui rêvaient d'un succès comme le sien. Elle ne tarda pas à comptabiliser plus d'1 million de followers. Sophia Thiel est devenue alors une marque, une star de l'industrie du fitness. Mais avec le succès, les critiques se multiplient.
Plus la communauté s'agrandissait, plus les regards étaient fixés sur moi. J'avais l'impression que des yeux de plus en plus nombreux me suivaient partout. Tout ce que je faisais ou ne faisais pas était jugé et condamné, au point que même si je pouvais avoir 100 commentaires positifs et un seul destructeur, c'était lui qui me restait dans la tête toute la journée. Elle s'entraînait de plus en plus dur, tout en suivant un régime strict. Les variations de poids, qui sont en fait normales quand on pratique le bodybuilding, ne correspondaient plus à son image sur les réseaux sociaux. Chaque changement physique était l'occasion de commentaires fielleux de la part de son public. Cette vieille blessure de mon enfance, quand j'étais harcelée pour mon physique, s'est rouverte, multipliée par 100 sur les réseaux sociaux, parce que les gens se sont à nouveau moqués de moi à cause de mon apparence. Et c'était vraiment très très dur. En coulisses, la pression rendait Sofia malade. Alors qu'elle vendait à ses fans un mode de vie sain, elle était dans un état d'épuisement chronique, elle doutait d'elle-même et souffrait de troubles alimentaires. Ses followers ne se rendaient compte de rien. Et pour cause, dans ses vidéos, Sofia continuait à faire comme si de rien n'était. Avant, c'était comme ça. Quand j'ai commencé, c'était une autre époque. Tout le monde voulait paraître infaillible et personne ne voulait montrer ses faiblesses. Et dans ces moments-là, je me contentais de sourire à l'objectif, alors que j'allais vraiment mal. « Hey, chers amis, bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo !» Et puis mon visage se mettait à sourire. Et quant à mes problèmes, je me disais qu'ils n'intéressaient personne. Mais un jour, elle s'est effondrée. Burn-out, dépression, boulimie. Sofia s'est alors complètement déconnectée et a commencé une thérapie. Son absence des médias sociaux a duré 2 ans. Pendant cette période, elle a changé de vie et développé une nouvelle relation plus saine avec le sport et l'alimentation. En 2021, elle a le courage de poster une nouvelle vidéo sur YouTube. Elle obtiendra plus de 3 millions de clics. Je suis super excitée, je ne sais pas par où commencer. Faire enfin table rase du passé et redémarrer, c'était important pour elle. Je savais que beaucoup de membres de ma communauté étaient confrontés aux mêmes problèmes. Et je me suis dit que si je pouvais aider même une seule personne en racontant tout, ça valait la peine. Je voulais utiliser mon expérience et voir comment ça allait être perçu. Par exemple, qu'on commence à se comparer avec le profil de quelqu'un, il faut tout de suite se dire « Attends, stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis qui? Et dans quel état je suis en ce moment ?» Il faut vraiment se dire « Ok, je me fixe des horaires stricts pour les réseaux sociaux parce que ça ne fait pas que du bien, ou je ne consulte que les profils qui me donnent justement l'inspiration et les bonnes sensations que je recherche. » Valentina Vapeau, c'est le nom d'artiste d'une autre jeune influenceuse et auteure qui, d'une part, correspond aux nombreux clichés des réseaux sociaux et d'autre part, les aborde de manière critique et assez profonde. En plus de la mode et des voyages, elle s'intéresse essentiellement à la littérature, à la politique et à son identité LGBT. Elle venait d'avoir 20 ans quand son premier livre, Génération Z, qui naviguait entre épanouissement personnel, solitude affichée sur Instagram et espoir en un monde meilleur, est sorti. C'était il y a 2 ans. Celui ou celle qui veut atteindre un but a besoin d'attirer l'attention sur la toile. Valentina Vapeau a grandi avec cette certitude en tête. Enfant, elle admire les blogueuses des rubriques mode de vie sur YouTube. Et à 15 ans, elle lance sa première chaîne. Son plan, se faire connaître en ligne pour plus tard faire ses débuts comme auteure. Vers 12 ou 13 ans, j'ai observé comment mes idoles réalisaient leurs rêves grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai compris très tôt que s'il y a des gens qui t'écoutent, qui s'intéressent à ce que tu fais, alors ce genre de carrière dans l'art, qui semble a priori très difficile, devient possible. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video.
Elle partage sa vie sur Internet et est apparemment 24 heures sur 24 online sur YouTube, Instagram et TikTok. Elle parle de tout ce qui la préoccupe, mode, voyage à l'étranger, amour et sexe par exemple. Pour Valentina, l'échange avec d'autres passionnés, surtout quand il s'agit de choses intimes, c'est ça la force des réseaux sociaux. Donc pour moi, le premier grand thème a été mon coming out et ce que ça veut dire d'être effectivement bisexuel. Chez moi, ça a commencé quand j'avais 14 ans. Et à 15 ans, j'étais déjà relativement sûre de mon identité, simplement parce que j'avais cet espace en ligne. Parce qu'il y a des communautés online auxquelles on peut se relier et on ne se sent pas seul. La littérature est sa plus grande passion. Sur TikTok, Valentina fait partie de la communauté BookTok, où des jeunes parlent ensemble de livres à toute vitesse. Salut les amis, je voulais vous montrer ce que je lis actuellement en allemand. Pour des posts comme ceux-là, elle reçoit plus de likes que pour ses conseils coiffure. Depuis qu'elle a 16 ans, elle gagne sa vie comme influenceuse. Elle a des contrats publicitaires avec des marques de mode et de cosmétiques, et elle tient déjà un podcast politique pour les jeunes. Quand les gens me demandent « alors, c'est comment ce métier ?», je dis que c'est le job le plus facile du monde. Que c'est vraiment génial de pouvoir parler de ce qui m'intéresse et de faire des photos et des vidéos. Elle invite aussi ses fans à partager ses moments de crise. Qu'il s'agisse d'un chagrin d'amour ou d'un doute sur soi-même, les followers de Valentina sont toujours au courant de tout. Dans une de ses vidéos les plus vues, elle laisse tourner la caméra alors que son petit ami vient de la quitter. Pour elle, c'est une décision cohérente. Bon, après coup, je trouve moi-même bizarre qu'un moment quelque part aussi grave et intime se retrouve sur Internet. Mais j'ai fait tellement de contenu positif pendant cette relation. J'ai toujours posté « Allez, regardez, on fait ça maintenant » et blablabla, que pour moi, ce ne serait pas correct de ne pas poster ça aussi. Elle s'absente des médias sociaux uniquement dans des circonstances exceptionnelles, quand rien ne va plus chez elle. Depuis mes 16 ans, j'ai souvent été en thérapie pour dépression. Et je sais pertinemment que c'est beaucoup à cause des réseaux sociaux. Bien sûr, c'est aussi pour certaines raisons familiales ou une prédisposition génétique dans la famille. Mais les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Et quand je vais mal, je remarque très clairement qu'une consommation excessive ne fait qu'aggraver les choses. Les conséquences psychologiques des réseaux sociaux sont un des thèmes principaux du livre de Valentina, Génération Z, qui est paru il y a 2 ans. Sa génération serait « fucking social media dependent », écrit-elle, dépendante d'un monde virtuel où tout semble possible et qui, justement pour cette raison, exacerbe les désirs et les doutes sur soi-même. Je compare toujours. Avant, on avait aussi des magazines où il y avait des super mannequins, elles étaient magnifiques et avaient une vie excitante, mais on savait que ce genre de personne était vraiment une exception. Alors que sur TikTok, par exemple, et sur Instagram, quand on suit tous ses amis et qu'on voit aussi toutes les nouvelles arrivantes, on a vraiment l'impression que tout le monde est exceptionnel. Il ne s'agit plus de quelques célébrités isolées, tout le monde est comme ça. Le livre de Valentina est devenu instantanément un best-seller grâce au nombre de ses followers. Depuis, elle étudie à l'école d'écriture de Hildesheim, une école supérieure qui forme de futurs écrivains du marché littéraire allemand. J'ai une relation très ambivalente avec les réseaux sociaux. Parce que d'une part, c'est à cause d'eux que j'ai ce rêve d'écriture et aussi grâce à eux que ce rêve est devenu possible pour moi. Et d'autre part, j'ai aussi conscience que les réseaux sociaux m'ont beaucoup coûté sur le plan psychique. Et il est clair que c'est un peu le prix que j'ai à payer. La vie fabuleuse et irréprochable des autres déforme la perception que les enfants et les adolescents ont d'eux-mêmes. J'ai rendez-vous ici, à la House of Bates, avec la psychologue Inès Imdahl. Elle travaille sur les conséquences de ce phénomène. Hello Inès. Hello Bianca. Ravie de te rencontrer. Enchantée de te rencontrer aussi. Dis-moi, tu étudies depuis un certain temps déjà la façon dont les jeunes utilisent les réseaux sociaux.
Dirais-tu qu'il s'agit vraiment de chercher l'attention des autres, d'une addiction au like, ou de la nostalgie, si on peut dire, d'un monde idéal? Ce n'est pas du tout contradictoire. Alors bien sûr, les jeunes se plongent par exemple dans Instagram pour effectivement voir tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'on peut créer, comment on peut devenir beau, comment on peut être en forme. Mais en même temps, ça s'évalue en likes et en followers. Aujourd'hui, en tant que jeune, on ne peut pas y échapper. La réussite de ta fête de Noël dépend du nombre de likes que tu as reçus. Et quand tu en as eu moins que ta meilleure copine, ça veut dire que ce n'était pas cool. Donc, cette expérience numérique a vraiment remplacé la réalité, qui a cessé d'être une référence pour les jeunes. Des études disent que les filles sont nettement plus vulnérables que les garçons. C'est dû à quoi? Eh bien, nous connaissons déjà depuis des décennies les thèmes soi-disant réservés aux femmes. Maquillage, belle silhouette, ménage, cuisine et ainsi de suite. Donc, les rôles classiques et conservateurs, je dirais. Et maintenant, nous sommes face à ce phénomène. Les médias sociaux reprennent ces thèmes, c'est-à-dire que les thèmes principaux sont toujours la beauté, le fitness, l'aménagement, la décoration intérieure, l'esthétique. Tout ce que les femmes sont évidemment tenues de pratiquer. Tu dois savoir tout cela. Tu as toutes les cartes en main. Tu peux tout faire. Justement, comment une image comme celle que tu décris influence-t-elle l'image que les jeunes femmes ont d'elles-mêmes? On peut facilement démontrer que plus les jeunes fréquentent les réseaux sociaux, plus ils sont favorables à cette répartition traditionnelle des rôles. C'est valable pour les garçons, mais aussi pour les filles. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elles le veulent elles-mêmes, mais elles ne se posent pas tellement de questions à ce sujet. On voit donc que plus elles passent de temps à surfer sur les médias sociaux, plus les femmes sont malheureuses. Et elles subissent une pression incroyable d'avoir tout à accomplir. Pour beaucoup de filles, les influenceuses sont des sortes de pop stars. Quelle est alors la responsabilité de ces femmes qui se donnent en spectacle à des millions de followers? Quel est leur degré de responsabilité par rapport à ces jeunes filles? Au fond, je pense qu'elles ont une responsabilité plus importante qu'elles n'en ont conscience. Les influenceuses avec lesquelles j'ai parlé ont délibérément fait l'impasse sur les jours où elles ne se sentaient pas bien. Souvent, elles ne voulaient pas montrer qu'elles n'étaient pas au top. Et cela a bien sûr pour conséquence que les jeunes filles ont le sentiment que quand elles traversent une crise, ce qui leur arrive au moins une fois toutes les 4 semaines, alors ce n'est pas bien et elles se sentent 2 fois plus mal. Que recommanderais-tu réellement aux jeunes femmes? Ou que souhaites-tu pour elles? Quel rapport devraient-elles avoir avec les réseaux sociaux? Nous avons en tout cas besoin d'une approche plus réglementée et plus modérée des réseaux sociaux. Nous avons besoin d'une vraie discussion sur le sujet, une culture de la discussion. Et j'entends par là qu'avant tout, les jeunes filles doivent discuter avec leur mère et leur père à propos du temps passé sur le portable. Et il faut que les parents disent clairement non, maintenant ça suffit. Merci beaucoup Inès. Je te remercie. Okay, let's go take some shots. Oh no, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. Aux États-Unis, le hashtag TradWife est à la mode, le hashtag de l'épouse traditionnelle. Ne travaillez pas, restez à la maison, soutenez l'homme. Chez nous aussi, en Europe, la tendance femme au foyer se retrouve principalement sur TikTok. Nous avons rencontré Carolina Tolstik, elle est créatrice de contenu et elle publie sous le nom de Stay at Home Girlfriend depuis Majorque. L'entraînement matinal sur la plage fait partie du travail. Après tout, une apparence parfaite, c'est bien le capital de l'influenceuse lifestyle Carolina Tolstik. Je me lève généralement entre 5 et 6 heures, ce qui est probablement relativement tôt pour la plupart des gens. Puis je commence à monter des vidéos, à planifier, à préparer ma journée. Et avant que la journée ne commence vraiment, j'ai déjà fait le plus gros de mon travail. Et j'ai besoin d'une pause. Cette Dortmundaise de 27 ans, d'origine ukrainienne, se fait appeler Malishka sur TikTok et Instagram et publie des vidéos de femmes au foyer avec des titres comme « Tout pour mon prince ».
Je vais vous montrer mon quotidien de femme au foyer. Je m'apprête pour lui, je range l'appartement, puis c'est généralement l'heure du déjeuner. Alors je lui prépare le déjeuner et je réfléchis à ce que je peux cuisiner pour lui. Je fais des choses pour mon mari. Le sujet est très controversé. Certains y sont favorables et pensent que c'est bien. Les autres disent « Je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ». C'est le thème central, je dirais. Aujourd'hui, elle tourne une vidéo de pâtisserie. Il y a des blinis selon la recette de sa grand-mère. J'ai mes petites astuces. Par exemple, j'ouvre la porte du placard, je mets mon téléphone ici en hauteur. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Start. C'est comme ça que je prends les vues d'en haut. Elle enseignait autrefois l'allemand et le sport dans une école de Rhénanie du Nord-Westphalie. Puis vint la pandémie. Elle a déménagé à Majorque et s'est réinventée en tant que petite amie au foyer. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Eigentlich hat sie es ja. Le son provient d'une publicité allemande des années 50 que Caro a réutilisée. Elle force le trait, produit des séquences pleines d'humour et elle polarise le public. C'est l'image d'une femme au foyer. Bien sûr, coiffée d'une belle robe de créateur et maquillée. Donc évidemment, une image très controversée. En commentaire, on me dit souvent « Moi aussi, je fais le ménage tous les jours. Mais moi, je porte un jogging. » Pour l'image de la femme qu'elle véhicule, certains l'insultent, d'autres la félicitent. Caro se considère comme sympathisante féministe. Pour moi, le terme de féminisme signifie que chaque femme a le droit de décider par elle-même de ce qui la rend heureuse. Il n'y a rien de négatif dans ce terme. Mais beaucoup de gens pensent toujours que le féminisme est ce mouvement de femmes qui prétend que nous ne voulons rien avoir à faire avec le monde des hommes. Je suis une femme indépendante et je n'ai besoin de personne d'autre. Ce n'est tout simplement pas mon cas. Et cela me rend super heureuse quand mon petit ami est heureux, quand ma famille est heureuse. Et par conséquent, je dois dire que je suis définitivement une partisane du féminisme. Lorsqu'elle incarne le personnage de Malishka, elle est la femme au foyer qui sert des blinis à la feuille d'or. Alors que comme Caro, elle est entrepreneuse, une femme d'affaires. Ce qui ressemble à du plaisir est en fait du travail. Chaque virée shopping à Palma de Majorque devient un contenu. Bien sûr, on emporte son téléphone partout. Il y a toujours du contenu à produire. Donc parfois, on a l'impression de se perdre et de ne pas pouvoir profiter de l'instant présent. Avec son petit ami Georg, qu'elle appelle Giorgio, elle gère un autre compte et une agence de marketing viral. Le modèle économique, c'est toujours la publicité, le placement de produits pour lequel il faut chercher des partenaires. Le fait que souvent de jeunes followers ne voient que les bons côtés et rêvent de rester elles aussi chez elles sans travailler, c'est un souci pour Caro, qui a été enseignante. Ce que je trouve un peu dur, c'est quand des jeunes de 13 ans viennent me voir et me disent « Désormais, mon objectif est de devenir une stay-at-home girlfriend ». Une petite amie au foyer. Alors que pour moi, il est très important que les jeunes obtiennent leur diplôme. En plus des modèles traditionnels, la culture girl boss est également célébrée sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, des femmes fortes qui se sont affirmées dans un monde dominé par les hommes et qui ont fait carrière. Comme Marine Tanguy, par exemple. Cette Française d'une vingtaine d'années a fondé l'agence MT Art, qui est aujourd'hui l'une des principales agences d'art au Royaume-Uni. Elle utilise la plateforme pour mettre en lumière les artistes qu'elle représente, mais aussi elle-même. Aujourd'hui, Marine Tanguy a écrit un livre dans lequel elle prône la visual détox, autrement dit, une abstinence visuelle. Elle nous a expliqué à Londres comment tout cela s'articule. 1,8 milliard d'images nouvelles sont téléchargées tous les jours sur Internet. À quoi il faut ajouter environ 10 000 images publicitaires qui nous bombardent dans le monde réel chaque jour,
d'après la chercheuse française Marine Tanguy. Une surcharge visuelle. C'est un bombardement incessant qui crée beaucoup d'insécurité et beaucoup de problèmes, malheureusement, de dépression, de problèmes mentaux pour les femmes, et qui les repositionne dans une petite boîte et qui leur dit, même quand elles vont au travail, en fait, ce qui est le plus important, c'est votre apparence physique. Marine Tanguy est née en 1989 à l'île de Ré. Elle dirige une agence d'art à Londres. Une raison suffisante pour s'intéresser à l'influence que les images ont sur nos vies. Son premier livre, The Visual Detox, à paraître en mars 2024, montre comment consommer les médias sans être consommé par eux. Son but est de nous faire prendre conscience des images qui sont bonnes pour nous et de celles qui nous font du mal. L'idée du livre était importante parce que 65% d'entre nous sont des gens qui apprenons par les visuels plutôt que par les mots. Et on est bombardé, comme on l'a vu aujourd'hui, par les visuels tout autour de nous, que ce soit commerciaux, politiques ou autres. Et c'est un bombardement quotidien. Et pourtant, c'est une langue, la langue visuelle, qu'on parle très peu. On l'étudie très peu à l'école. On a l'impression qu'elle nous est imposée. Donc je voulais écrire un livre qui puisse encourager justement l'idée que c'est une langue qui nous appartient à tous. À Los Angeles, elle en fait l'expérience. Dans son premier métier, comme associée et fondatrice de sa première galerie, on peut vous imposer une image. Dans le monde du marché de l'art, pour réussir, il y a des codes visuels et on lui demande d'adapter son profil Instagram. On m'avait expliqué que c'était la seule manière dans laquelle je pouvais exister. Et je crois que c'est intéressant de dire qu'on ne peut exister visuellement que d'une certaine manière. Plus tard, devenue agent d'artiste indépendante, c'est elle qui va décider comment elle veut se présenter. Aujourd'hui, elle apparaît délibérément comme une femme d'affaires au style parfait, accompagnée de ses artistes. Mais son expérience personnelle prouve qu'on atteint plus de gens si on se dénude. L'algorithme des réseaux sociaux préfère clairement le corps au cerveau. J'ai posté une photo de moi en bikini. À l'époque, j'avais eu le Forbes 30 Under 30. J'avais eu quelques succès professionnels. J'avais mon papier universitaire d'ailleurs avec Warwick University aussi. Et cette photo a été 300 plus de fois aimée par mon réseau, par ma communauté, que n'importe quel accomplissement que j'aurais pu avoir d'un point de vue professionnel et intellectuel. En 2022, enceinte, elle fait l'expérience du cyberharcèlement. Des accusations anonymes sur les réseaux sociaux la ciblent comme agent artistique et aussi comme mère, parce qu'elle se met en scène avec ses enfants, Atlas et Vivaldi. La peur de ce genre d'attaque empêche les jeunes femmes de faire carrière. Marine Tanguy en est sûre. Les jeunes femmes ont peur justement d'affirmer des choix, d'affirmer des opinions, de vouloir prendre des positions de leadership professionnel. Je pense que justement dans ma génération et quand on a des privilèges comme j'en ai, il faut continuer justement pour s'assurer que ces jeunes femmes-là aient envie de continuer. Parce que malheureusement la réalité sur le terrain est encore dure. Son livre, The Visual Detox, parle du contenu toxique des réseaux sociaux. Mais il parle aussi de la mission que s'est donnée Marine. S'entourer de façon plus réfléchie d'images positives. Ceci implique aussi l'idée d'introduire plus d'art dans des espaces publics, qui jusqu'ici étaient dominés par la publicité. Il y a pas mal d'actions qu'on peut faire de manière quotidienne qui vont, j'espère, améliorer cette relation avec le monde visuel qui nous entoure. Et je pense que la première recommandation, c'est de s'assurer que on analyse déjà la vie visuelle que l'on vit au quotidien, que c'est vraiment une image qui nous fait sentir bien. Et si la réponse instinctivement, directement est non, est-ce que du coup on a besoin de temps de la regarder? Likez ce qui vous fait du bien et supprimez les comptes qui provoquent de mauvais sentiments. Nous devons contrôler les images qui nous environnent dans nos vies quotidiennes. Et cela peut vouloir dire plus d'art. Voilà, c'était Twist. Une chose est claire, derrière ce boulot de rêve, il y a beaucoup de travail et une grosse pression. Peu importe si on se l'impose à soi-même ou si ce sont les autres qui s'en chargent. Et par-dessus tout, les influenceuses ont aussi une énorme responsabilité. Après tout, elles ne font pas que vendre la beauté et la mode, mais souvent elles vendent toute une vision du monde. Avec cette image presque parfaite, je vous dis au revoir. Salut de Cologne.
Restez cool et venez nous voir quand vous voulez sur le site d'Arte ou sur notre chaîne YouTube.